Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport, animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Nouvelle année, nouvelles ambitions et toujours la même passion. Bienvenue dans cette 136e émission de Et si on parlait de sport? Ici, le sport ne se regarde pas, il se vit, il se joue à fond, il se raconte avec intensité, il se partage sans retenue. Effort, émotion, dépassement, frisson, chaque semaine on vous embarque là où tout commence, sur les terrains, dans les vestiaires, au cœur de l'action et de celles et ceux qui font vibrer le sport au quotidien. Un grand merci à nos partenaires Samper Connect, LG Consultant et l'agence Bellombra de Bruno Hamet. À nos côtés, ils portent la même énergie, la même vision, le sport comme moteur collectif, comme source d'élan, de liens et d'avenir. Respect aussi à la Dream Team de l'association Et si on parle de sport, animatrice, animateur, chroniqueur, consultant, une équipe engagée, passionnée, prête à attaquer cette nouvelle année tambour battant. Alors installez-vous, montez le son, nouvelle année, nouveau match, coup d'envoi de l'émission 136. Ensemble, et si on parlait de sport? Au cours de cette émission, en première mi-temps, on s'intéresse à la jeunesse, au talent et à ce qui fait la différence entre le rêve et la performance. Une émission spéciale qui réunit deux invités du présent et de l'avenir. Louise Bailly, jeune athlète de 19 ans, championne de France, espoir du 5 km, triathlète ambitieuse et étudiante en double cursus d'élite. Avec elle, Mathias Franz, qui est conseiller technique de la Ligue régionale de triathlon Occitanie, au cœur du développement des jeunes talents, des clubs et des futures filières de haut niveau. Comment réussir dans deux sports? Comment concilier études d'ingénierie, Sciences Po et haut niveau? Et comment une région entière s'organise pour faire émerger les champions de demain? On en parle maintenant et croyez-moi, leurs réponses pourraient inspirer toute une génération. Place au sport, place au partage. En deuxième mi-temps, on troque les crampons pour les talons aiguilles chromés des voitures de collection et où le parfum de compétition se mêle à celui de l'audace au féminin. Dans cette seconde partie, nous vous invitons à prendre place dans un univers où sportivité, élégance et liberté roulent côte à côte. Au programme, une plongée dans le rallye des princesses Richard Mille, l'événement le plus glamour de l'automobile sportive. Le portrait d'un duo toulousain inspirant, Valérie Jiménez et Sandrine Champagne, deux femmes qui ne connaissent pas le frein à main, et Théo Benoît, l'homme de l'ombre ô combien indispensable pour ramener la lumière dans les difficultés avec l'assistance indispensable dans un rallye automobile. Et la révélation d'une première historique, la naissance d'une équipe entièrement féminine, 3 voitures, 6 femmes, une même passion, faire vibrer la route autrement. Entre Paris et Saint-Tropez, c'est une aventure de style, de courage et de dépassement que nous vous proposons de vivre avec nous. Installez-vous, démarrez le moteur. La deuxième mi-temps de Si on parlait de sport file à toute vitesse, direction passion et élégance en mouvement. Mais avant de l'athlétisme au triathlon, il n'y a qu'un triple effort, alors on s'échauffe, on enfile des baskets, c'est parti pour quelques foulées en compagnie de Louise Bailly et Mathias Franz pour la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport? Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport? Aujourd'hui, nous vous proposons une mi-temps tournée vers la jeunesse et le haut niveau avec deux invités passionnants. Louise Bailly, qui est athlète de 19 ans, membre de l'équipe de France d'athlétisme, championne de France espoir du 5 km et triathlète ambitieuse, engagée dans un double projet sportif et universitaire. Et Mathias Franz, qui est conseiller technique auprès de la Ligue régionale de triathlon Occitanie, acteur clé du développement du triathlon et du duathlon dans la région. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et bonjour. 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 Alors on va commencer par toi Louise. Tu as 19 ans, tu as déjà un CV sportif assez rempli. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc oui, moi à l'origine je viens de Chaumont en Haute-Marne, donc en Champagne-Ardenne. Et je suis arrivée sur Toulouse il y a 2 ans pour faire mes études. Donc c'est un double cursus, INSA, donc ingénieur et Sciences Po. Et à côté de ça, je suis triathlète et athlète également. Donc je suis aujourd'hui licenciée au club de triathlon de la Grande Motte, avec qui je fais
principalement des courses de duathlon, donc vélo, course à pied. Et en athlétisme, je suis au Grand Toulouse Athlétisme, le club d'ici que j'ai rejoint l'an dernier. Tu es écartelé entre les deux en fait. Moitié athlétisme, moitié triathlète. C'est ça. Alors tu fais partie de ces jeunes qui vivent pleinement ce qu'on appelle un double projet. Comment est née cette polyvalence athlétisme-triathlon et pourquoi 2 sports ? C'est intriguant ça quand même. Oui, c'est vrai que c'est... En fait, j'ai commencé par le triathlon il y a maintenant 7 ou 8 ans, dans mon club d'origine à Chaumont. Et au début, donc, c'était vraiment par plaisir pour être avec les copains et tout. Et c'est vrai que c'est devenu une vraie passion. Et du coup, surtout la course à pied où je me suis vraiment épanouie. Donc, il y a 3 ans de ça maintenant, j'ai décidé de prendre aussi une licence d'athlétisme pour participer à la prépa, pour faire les crosses d'abord. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Ça permet de se compléter très bien puisque ça fait une bonne préparation pour la saison de duathlon qui vient ensuite. Niveau endurance et technique, c'est vraiment c'est des sports qui sont quand même proches. Donc je me suis lancée cette année un peu plus encore dans l'athlétisme. Pourquoi on se met à courir comme ça? Quand on est jeune, on a plein de choix autour de toi, tu avais plein de sports éventuellement. Qu'est-ce qui a fait cette petite différence de se dire je prends des baskets et je vais courir alors que tu aurais pu faire du hand, du volley? Enfin, pourquoi la course à pied? Qu'est-ce qui a fait le petit déclic chez toi? Alors le volley, je suis pas très douée, déjà ça a pu jouer. Je viens d'une famille où tout le monde fait beaucoup de sport. Donc j'ai toujours été dans cet environnement-là. Mon papa faisait du triathlon, mes frères et sœurs aussi. Mais au début, moi, je voulais pas m'y mettre, je faisais de la gymnastique plutôt. Mais donc voilà, j'ai quand même toujours fait du sport. Et c'est au collège où j'ai voulu tester le triathlon quand même pour voir qu'est-ce qu'ils y voyaient. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu parce que c'est un sport super varié et qu'on fait principalement en extérieur. La course à pied, ça permet de s'aérer, Moi, je m'épanouis vraiment là-dedans et donc ça m'a tout de suite plu. Et côté familial, tu as un modèle pour le triathlon? Donc, comme je disais, mon papa qui m'a mis un peu lancé dedans. Et ma sœur Alexia, elle est triathlète professionnelle sur le longue distance. Elle fait des Alpha Ironman. Donc c'est vrai que c'est une inspiration au quotidien parce que je vois tout ce qu'elle fait, son mode de vie et à quel point c'est impressionnant, quoi. Donc tu suis les pas de ta grande sœur finalement? Oui, j'essaye aussi de tracer ma propre route, mais c'est vrai que c'est super d'avoir ce lien-là avec T'as des conseils un peu venant de la frangine, un peu, non, ou pas du tout? Oui, on discute, bien sûr, elle me donne des conseils, puis elle a plus d'expérience. Après, on ne parle pas que de ça non plus, heureusement. C'est normal. Revenons aux chiffres parce qu'ils impressionnent. De belles performances sur la route à l'automne. Tu as battu certains records ou au moins approché de records. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé récemment. Oui, donc l'an dernier, j'ai principalement fait une saison de triathlon-duathlon. Et avec mon entraîneur du centre régional, on s'est dit que j'allais me tester un peu sur des courses d'athlétisme pour voir, prendre du plaisir et voir où ça pouvait mener. Donc j'ai participé aux qualifications de 5 km sur route en octobre pour décrocher mon ticket pour les France qui avaient lieu un peu plus tard. Et du coup, c'est là que j'ai pu réaliser le chrono de 15 minutes 43, qui est du coup qui n'est pas officiellement le record puisque les réglementations ont changé récemment, mais du coup qui était la meilleure performance en U20 sur cette distance. Celle d'avant était à combien? Pour juste qu'on ait un petit parallèle, on a une idée, non? À 16,08 je crois. 16,08 et toi t'es descendu à 15,43. Donc, bravo. Merci. C'est vrai que j'étais super contente et du coup ensuite ça s'est enchaîné avec les championnats de France à Fréjus où c'est pareil, c'était mes premiers championnats de France en athlétisme sur une course où on était mélangé U23 et les élites aussi, donc c'était un gros niveau et c'était super enrichissant de courir avec ces filles-là. Et j'ai pu décrocher le titre en U23. Et là tu gagnes. Tu passes, t'arrives et tu gagnes. Dans ma catégorie, oui, du coup. Quelle championne. C'était une super fin d'année, on va dire. Et ensuite, donc on s'est lancé l'objectif de préparer le cross de sélection pour les Europes qui avait lieu à Pontcharra. Il y avait 4 voire 5 places et du coup j'ai réussi à passer 4e. Donc c'était ma première sélection en équipe de France d'athlétisme. Donc j'étais
vraiment super contente d'avoir l'opportunité de vivre ça. Et du coup, comment tu as vécu ce grand moment pour toi, ta première sélection internationale? C'était vraiment une grande fierté déjà de pouvoir porter les couleurs de la France sur une compétition continentale comme ça. Et donc on est parti un week-end avec l'équipe de France, le staff, et j'ai découvert tout ça et c'était vraiment une super expérience. Et sur la course, pareil, il y avait un très gros niveau, donc c'était pas une course facile, mais j'ai beaucoup appris et j'espère pouvoir dans le futur revivre des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il en pense, Mathias, de cette course? Tu l'as vu, toi? Tu t'es dit, elle va faire le jamais 203, elle va aller chercher le titre de championne d'Europe, non? Pour nous, c'était une première expérience à ce niveau-là. Donc j'ai eu la chance d'être du déplacement aussi du côté de Lagoa, au Portugal. Donc c'est vrai, comme dit Louise, c'est encore un step au-dessus. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les meilleures européennes. Donc c'était une densité assez folle. On n'avait pas forcément d'objectif en termes de place, si ce n'est de prendre de l'expérience et beaucoup de plaisir sur cette course, parce que on ne l'avait pas forcément visé en début d'année, cette échéance. Donc faut le préciser, c'est une course aussi où il y a un classement par équipe, où du coup elles étaient 5 françaises au départ et c'est les 3 premières qui classent l'équipe. Donc Louise a réussi à classer l'équipe en finissant 3e française. Donc le bilan est quand même très très positif pour une première expérience et comme a dit Louise, on espère que ça sera que la première expérience et qu'il y en aura d'autres qui suivront. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Alors parlons justement de tes ambitions, Louise. On sait que tu veux jouer maintenant sur les 2 tableaux. Comment tu vas faire? Parce que là du coup tu vas être un peu écartelé là. Comment tu vas gérer ça? Parce que plus les études en même temps, parce que là faut avoir une tête bien faite pour faire tout quand même. Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà donc c'est un double projet qui est d'abord entre les études et le sport et également du coup maintenant entre ces 2 sports. Mais pour ce qui est déjà des études, déjà je peux avoir un aménagement à l'INSA en tant que sportive, donc ça aide vraiment. Tu as un statut de sportif de haut niveau reconnu dans mon école, voilà, oui. Très bien. Et également, du coup, vu que je m'entraîne avec Mathias au sein du centre régional d'entraînement, ça me permet aussi de faire coïncider ces 2 aspects de ma vie, donc c'est vraiment une bonne organisation. Et ensuite, oui, donc pour la saison qui arrive, j'aimerais performer, si je peux, à la fois dans le duathlon principalement et dans l'athlétisme. Et donc pour ce qui est du duathlon, on va à nouveau participer au Grand Prix de Division 1 avec mon club, la Grande Motte. Et on aimerait bien gagner le titre par équipe cette année, puisque l'an dernier on finit sur le podium quand même, mais on n'est pas très loin du titre, mais il y a eu quelques petits problèmes au cours de certaines courses qui nous ont fait passer à côté, même si c'était quand même une super saison. Donc on aimerait bien réaliser ça cette année. Et personnellement, j'aimerais aussi pouvoir refaire peut-être des podiums individuellement sur ces manches. Et à côté de ça, également faire la saison de cross-country en athlétisme avec mon club. Pourquoi pas refaire des courses sur route. Tu vas arriver à gérer tout ça au niveau de physiquement quand même, parce que il y a tout un travail comme de mise en condition. Donc est-ce que l'approche entre un cross et un duathlon ou un triathlon sont les mêmes? Je sais pas, je m'adresse à vous deux parce que je suis pas le technicien. Comment tu prépares ces 2 événements? Enfin, est-ce que pour toi c'est différent dans l'approche ou pas du tout? Pour répondre à la première partie, oui, c'est vrai que ça demande une bonne organisation. C'est assez intense, mais heureusement, comme je disais, je suis bien entourée et il faut savoir prendre le temps de faire la part des choses, de se mettre des priorités aussi. Donc ça, parfois, Mathias, il sait me freiner quand il faut ou l'inverse. Et pour l'approche des compétitions, c'est quand même différent. On les prépare selon l'importance de l'objectif, surtout, pour caler la récupération avant, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément la même intensité de compétition à chaque fois. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire? Oui, du coup, là, c'est un peu ma partie à moi, c'est toute la partie planification. Gestion de l'effort, bien sûr. L'entraînement et voilà, donc du coup, on est tous les jours en contact avec Louise, on se voit 2 fois par jour sur les entraînements et on se prend des temps justement pour essayer de cibler les objectifs. Donc il y a forcément des courses où on va plus avoir des consignes à respecter et d'autres courses où il y aura des objectifs de place. Donc ça, c'est un calendrier de compétition où il faut faire des choix. Des fois, il faut faire des impasses sur quelque chose ou alors accepter d'être moins en forme sur certaines courses
pour préparer des objectifs plus importants. Après, en termes de préparation, ce qui diffère du cross, du duathlon, c'est déjà les efforts, les temps d'effort, et puis aussi la spécificité des parcours et des disciplines. Donc si on prend les Grands Prix de duathlon, voilà, il y a 2 courses à pied, dont une enchaînée, avec au milieu un vélo, où c'est un sport porté avec un aspect tactique, à la fois par équipe et individuel. Alors que le cross, c'est des fois un effort plus court, mais plus intense, avec, pareil, ça dépend un petit peu des spécificités des parcours, mais on peut avoir des parcours comme on a eu au Portugal, plutôt roulants et sans boue, assez secs, et d'autres parcours comme on peut retrouver dans la région, beaucoup plus vallonnés et boueux. Donc voilà, on attend souvent le calendrier de compétition et surtout les lieux pour avoir la spécificité des entraînements. Et après, nous, au quotidien, on essaye de se rapprocher au plus de ce qui va se faire dans les semaines. Et du coup, on a un beau terrain de jeu sur Toulouse pour pouvoir préparer les différentes compétitions. Avec tous ces défis, comment tu gères ton quotidien ? Comme je le disais, parfois c'est assez intense ou fatigant. Mais encore une fois, grâce aux aménagements, ça permet de libérer des temps aussi pour récupérer. Et oui, j'essaye de bien m'organiser, de bien m'entourer, de me reposer aussi et surtout de profiter parce que c'est quand même super de pouvoir d'avoir réussi à mettre ça en place et de pouvoir à la fois me faire réaliser ces études qui me plaisent et me faire plaisir dans ces sports-là. Donc je suis reconnaissante aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi une journée type de Louise Bailly ? Oui, ça dépend de mon emploi du temps. Bien sûr, basiquement, mais on n'arrive pas à s'imaginer comment tu gères une journée entre l'entraînement, les cours, manger. Ça. Enfin, raconte-nous un peu comment se passe ta journée type. Lever le matin à 5h du matin, non ? 5h, c'est un petit peu tôt même. Les jours où je vais nager, on va nager à 7h avec le groupe d'entraînement. Ensuite, souvent j'ai les cours, donc je vais en cours à peu près à 9h. Je fais ma matinée de cours. Je mange le midi dans mon école. J'ai l'après-midi aussi souvent des cours. Et on a souvent du coup un deuxième entraînement le soir qui peut être une course à pied en fin de journée ou si j'ai pas cours l'après-midi, je peux aller faire du vélo dans l'après-midi. Donc souvent un deuxième entraînement. Et le soir, je rentre, je me fais à manger et je vais me coucher pas trop tard parce que c'était fatigant. Et c'est comme ça toute la semaine ? Ouais, c'est comme ça toute la semaine, donc je me permets d'intervenir parce que du coup, faut encore. Moi, je tire mon chapeau à Louise tous les jours parce que finalement, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réussir ces journées intenses et puis de pouvoir le prolonger toute l'année et sur plusieurs saisons. Voilà, nous, on n'est pas un sport encore professionnel, tout le monde ne vit pas que du triathlon et donc l'importance de ce double projet est important pour nous. Donc ça fait des journées denses, mais voilà. La réussite de la saison dernière avec, on l'a pas dit, mais quand même deux podiums sur des championnats de France jeunes de duathlon et aquathlon, plus la fin de saison en athlétisme, ça montre aussi que Louise était en forme tout le long de la saison, qu'elle a réussi en même temps ses études et que derrière, finalement, le soir, quand elle rentre de l'entraînement, il faut quand même qu'elle se fasse à manger, qu'elle révise ses cours, voilà. Et puis après, il y a tous les à côté que nous on connaît, aller réparer sa voiture, faire les courses, on n'est pas forcément dans une structure où comme on peut retrouver sur des pôles ou autres où on mange. Donc si elle intégrait carrément le CAPS, elle aurait peut-être plus de structures comme ça, hein ? On pourrait trouver ce genre d'aménagement, oui, si on développe ce projet-là. Après, ça dépend vraiment de l'athlète. Et là, je trouve que elle trouve un équilibre qui lui correspond. Et ça demande une grosse organisation. Et ça génère aussi de la fatigue, donc il faut arriver à tout cumuler. Et pour l'instant, elle le fait très bien, donc encore un grand bravo à elle. Alors Louise, on sent ton envie d'aller très loin et on te le souhaite en tout cas, et on suivra tes performances. J'ai envie de te demander si tu avais toi un message à transmettre à celles ou ceux qui hésitent à se lancer dans un parcours un peu comme le tien. Qu'est-ce que ça serait ? D'abord, merci. Je pense que c'est d'oser se lancer parce que ça apporte tellement de faire comme ça des choses dans un sport qu'on aime et on a l'impression parfois que ça peut être difficile à mettre en place, mais il y a plein de structures ou d'accompagnements qui existent pour permettre de mettre ça en place. C'est quelque chose qu'il faut essayer parce que ça permet vraiment de vivre de beaux moments, de garder des souvenirs pour plus tard aussi. Donc je pense qu'il faut essayer et
tant qu'on est jeune comme ça, il y a rien à perdre et voilà. En tout cas, on sent cette passion et ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours. Nous, on est très fiers de ce que tu nous dis en tout cas. Et puis, on va bien sûr te suivre. On sait que l'athlétisme a besoin de champions, de championnes ou tout simplement il y en a déjà beaucoup. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on a besoin d'entendre ce genre de témoignages. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. On va passer un petit peu à toi, Mathias, qui est donc conseiller technique de la Ligue d'Occitanie. Tu as la chance d'entraîner des jeunes filles comme Louise. Quelles sont exactement toutes ces missions? Ça représente quoi dans ton travail et en résumant ton rôle, si tu veux, au niveau de la Ligue? Ouais, alors du coup, nous, au niveau de la Ligue Occitanie, je suis pas tout seul, on est 4 salariés. On est 2 sur l'antenne de Toulouse et 2 sur l'antenne de Montpellier. Donc aujourd'hui, on a chacun un petit peu, tous les 4, nos spécificités, tant sur le développement de la pratique et des clubs, tant sur l'organisation des compétitions, sur la formation des cadres et entraîneurs, le développement aussi des pratiques, notamment du paratriathlon qu'on va parler après, le développement de la pratique féminine et tout. Donc on est assez complémentaires et on est une bonne équipe de 4 où on s'entend très bien, donc on est assez dynamique. On a aussi un bureau et un conseil d'administration qui nous suivent dans tous nos projets et du coup on est en plein développement. Même après les Jeux Olympiques, on voit un pic de nouveaux licenciés, de nouvelles organisations qui se mettent en place, de nouveaux clubs, donc ça c'est très chouette. Les résultats des Jeux ont peut-être de booster aussi, parce que c'est quand même intéressant d'avoir des leaders quand on voit nos performances au niveau des Jeux Olympiques. Ça donne un petit appel d'air, je pense, quand même. Exactement, on était venu dans l'émission avec Clément, mon collègue sur Toulouse, pour parler, c'était avant les Jeux où on avait fait les pronostics un petit peu des Jeux Olympiques, donc c'est vrai qu'après après la belle médaille d'or de Cassandre Beaugrand et aussi la 3e place de Léo Bergère, on a eu un engouement pour le triathlon en termes de pratique, en termes de club. Et on entend ça, que ça se développe. On en voit plus à la télé, on en entend plus parler, ça devient plus naturel. Et je trouve qu'effectivement, depuis qu'on s'était vu, je me suis fait cette remarque aussi. Exactement, et puis du coup, que ça soit sur le thème de pratique ou en termes d'organisation, aujourd'hui aussi, on a au niveau de la Ligue, du côté d'Albi, une étape de Grand Prix de première division, où du coup, on a des athlètes olympiques de toute nationalité qui viennent, donc ça permet aussi que les jeunes puissent les voir, les prendre comme modèle, donc oui, il y a un gros développement positif sur la pratique. On est tous les 4 sur la Ligue et du coup on a chacun nos spécificités. Moi du coup mon rôle c'est principalement le côté sportif. Donc je coordonne au quotidien le centre régional d'entraînement universitaire qu'on est basé sur Toulouse au niveau du CREPS dont Louise fait partie avec d'autres athlètes. Donc on s'entraîne tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc ça c'est c'est une de mes grosses missions et ensuite je mets également en place le projet de performance régional en lien avec le projet de performance national. Donc avec notamment la détection des jeunes athlètes prometteurs lors de journées de test, l'organisation de stages sur les jeunes, les adultes. On accompagne aussi la structuration des clubs et de leurs écoles de triathlon. On développe aussi un peu la pratique raid. Et au quotidien, j'ai aussi toujours un petit volet sur la formation des cadres et des futurs entraîneurs. Un mot sur le futur dispositif du CREPS de Toulouse. Donc du coup, aujourd'hui, c'est une étape majeure dans notre développement et un gros projet qu'on va essayer de mettre en place dès cette année ou alors sur les saisons futures. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on a le centre régional universitaire qui est en place depuis 4 saisons, qui comporte du coup des athlètes post-bac, donc junior 2 et espoir, comme Louise. Et l'idée, c'est de l'ouvrir sur des catégories un petit peu inférieures pour la détection. Donc des catégories cadet à junior dans un premier temps, donc plutôt un côté lycéen. Donc l'idée, c'est de travailler avec le CREPS aujourd'hui pour ouvrir sur ces catégories, donc qu'ils aient toujours ce double cursus, mais en lien avec un lycée sur Toulouse. Pour pouvoir continuer à s'entraîner et avoir leur scolarité à côté. Et l'idée aussi de ce projet assez ambitieux, c'est d'incorporer aussi la particularité d'accueillir des paratriathlètes. Donc ça, c'est quelque chose un peu d'unique en France. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de présenter prochainement au CREPS. Et du coup, ça serait piloté toujours par moi et Clément Boulot sur la partie paratriathlon. Donc on souhaite mettre en place ce projet le plus tôt possible, si possible dès la rentrée 2026. On ne sait pas comment on appellera cette structure, ça peut être un pôle triathlon, mais l'idée c'est que ça soit
un projet fort d'entraînement sur la Ligue qui pourrait répondre à une demande des jeunes sur la Ligue. Bah écoute, on sent que tout ça c'est plein de projets. La région qui monte un peu en puissance, quels sont les objectifs que tu te fixes finalement sur cette saison? Alors on a compris que espérance pour 2026 et on espère qu'avec le CREP vous allez trouver la bonne solution. Ça serait intéressant et on sera prêts nous à vous suivre et Louise on va te suivre bien évidemment. Quels sont donc ces objectifs Mathias? Alors du coup les objectifs sont multiples dans différents secteurs, donc comme on l'a dit en fonction de nos spécificités. Nous concernant le sportif, il y a bien sûr continuer à élever le niveau de performance des jeunes mais aussi des adultes, donc ça passe par la structuration et l'accompagnement des athlètes à potentiel qu'on identifie sur des journées ou qu'on accompagne sur des stages. Donc on a un dispositif qu'on a nommé le IATO, c'est l'identification et l'accompagnement des triathlètes occitans. Donc voilà, c'est un suivi un peu au plus près en lien avec les entraîneurs des clubs, et un suivi de ce qu'ils font au quotidien via une plateforme. Donc voilà, on peut essayer de voir ce qu'ils font un petit peu au quotidien. C'est aussi d'augmenter la représentation de la région sur les compétitions nationales ou internationales, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc voilà, notamment aussi ça passe sur les grands prix de duathlon et de triathlon de première ou deuxième division. On a des gros clubs de la région qui participent à ces courses qu'on peut voir du coup sur la télé. Pour la relève, pour une jeune qui suit Louise, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Plusieurs conseils. Après, comme l'a dit Louise, c'est déjà d'être passionné et puis d'aimer ce qu'on fait. Si on aime le sport et toutes les valeurs que ça représente, on peut vite s'épanouir, vite progresser et du coup performer. Donc voilà, le principal conseil, ça reste la passion du sport et de ce qu'on fait. Parce que du coup, voilà, le triathlon, c'est un sport pas évident, qui regroupe 3 disciplines. Donc si on arrive à progresser, c'est parce qu'au quotidien, on aime ce qu'on fait. Ensuite, il faut être patient parce que c'est un sport d'endurance. On peut avoir des résultats tout de suite, mais après, il faut savoir aussi tenir dans le temps. On a aussi, en évoluant, des nouveaux formats qui peuvent s'ouvrir à nous, comme le triathlon distance olympique ou des plus longues distances, comme le Alpha Ironman ou Ironman. Donc on peut s'épanouir vraiment sur plusieurs distances, voire plusieurs pratiques. Il n'y a pas que le triathlon, il y a aussi le duathlon, le raid, le swimrun. Donc voilà, aujourd'hui on est la fédération française de triathlon, mais aussi des disciplines enchaînées, donc il y a plein de formats différents. Donc on peut vite être passionné pour faire ça, et après je pense que pour un jeune, il faut qu'il soit bien entouré. Donc aujourd'hui on a des écoles de triathlon qui sont bien structurées, avec des bons entraîneurs qui sont bien formés, on a des parents investis. C'est un sport assez chouette à faire, mais qui demande beaucoup d'investissement, et seul c'est compliqué à le faire, mais si derrière on a tout l'entourage qui comprend et qui nous soutient, on peut vite s'épanouir et progresser. Mais j'ai envie de dire, on n'a rien sans rien. Au crossfit, comme au triathlon, comme au duathlon, comme à la course à pied, comme à la natation. Si quelqu'un veut un objectif, il faut qu'il s'investisse dans sa discipline. Bien sûr. Après, nous, on dit pas souvent on joue au triathlon, donc comme on peut jouer dans d'autres sports. Donc c'est quelque chose quand même. C'est un sport d'extérieur où en ce moment, il faut aller s'entraîner tard le soir, la nuit, dans le froid. Donc il y a ce contact avec la nature qui est aussi sympa, mais ça demande. C'est pas tous les jours facile. Surtout quand on progresse à haut niveau comme ça, mais si on est passionné, on arrive à vraiment s'épanouir. Merci Louise, merci Mathias pour votre temps à tous les deux, votre lucidité, surtout votre passion. On sent que chaque mot, que ce soit sur une piste d'athlétisme, derrière un guidon, dans le sillage d'un peloton de triathlon ou dans les coulisses du développement fédéral, vous êtes tous les deux des acteurs engagés et porteurs d'avenir. Bonne chance à Louise pour cette saison tricolore, pour ses ambitions sur route, en cross, en duathlon, en triathlon, et pour cette expérience universitaire qui s'annonce passionnante. On a parlé aussi des États-Unis. Tu avais ce projet aussi de partir une année aux États-Unis dans quelques temps, donc en espérant que ça fonctionnera et que tu pourras profiter de cette belle expérience-là. Mathias, bravo à toi et à toute cette ligue pour le travail de l'ombre qui devient lumière lorsqu'un maillot floqué Occitanie passe la ligne. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la mi-temps, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de l'émission avec Valérie Jiménez et Sandrine Champagne et Théo Benoît. Et ne bougez pas, c'est la mi-temps. Retour rapide au vestiaire, on reprend notre souffle. À tout de suite dans Et si on parlait de sport? Et si on parlait de sport? Mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport? Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien.
Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, à donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur etsionparlaitdesport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous, devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport ? Deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, aujourd'hui on tourne le volant vers un événement mythique du sport automobile féminin, le Rallye des Princesses Richard Mille, qui célébrera en 2026 son 25e anniversaire. Pour nous accompagner sur ces routes d'élégance, d'endurance et d'engagement, 3 invités exceptionnels. Valérie Jiménez, qui est présidente du groupe Jiménez Transport et Location à Toulouse et figure incontournable de l'engagement économique et associatif. Sandrine Champagne, fondatrice de Bull Hit Event, cheville ouvrière d'action événementielle à l'impact et présidente de Women on the Road, qui emmène les femmes passionnées d'automobile vivre le rallye de l'intérieur. Ces 2 femmes forment un duo et en 2026, elles pousseront l'audace encore plus loin en lançant la première team féminine de l'histoire du rallye. Et bien sûr, Théo Benoît, fondateur de Soupape Toulouse Service Automobile et en charge de l'assistance de la team sur le rallye. Et il a du boulot. Bonjour à tous les 3 et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, avant de prendre la route, on va faire un petit point, un petit mot chacun pour vous présenter. On vous a déjà reçu à différentes occasions, mais là, vous relancez sur un nouveau projet 2026. Alors, qui êtes-vous, messieurs, dames ? Et on va commencer par Valérie. Un petit mot. Un petit mot, Valérie. Un tout petit mot. Donc, je suis chef d'entreprise, petite fille et arrière-petite-fille de commerçant, maman, grand-mère et passionnée par les défis. Je dirige Jiménez Transport, Location, Déménagement et Transport Bergès et aussi Exum. Et à côté de ça, je m'investis dans le MEDEF, la Maison du Sport au Féminin, le Cœur des Entreprises, Agir au Féminin et bien d'autres mandats. Bref, j'agis, j'aime agir. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'un jour, je suis montée dans la voiture de Sandrine, qu'elle avait choisie déjà. Hein. Et ben, en fait, je ne me suis pas arrêtée, j'ai continué. Et voilà, je suis encore là aujourd'hui et fière d'être avec vous. Bon, pour faire simple, avec Valérie, ça déménage. Exactement. Voilà. Alors, Sandrine, à toi, puisque c'est toi qui as lancé quand même ce sujet. Il y a quelques temps, on s'était rencontrés et tu m'avais parlé de cette aventure et c'en est vraiment une quand on regarde ce qui s'est passé. Alors, qui est Sandrine Champagne ? Alors, Sandrine Champagne est la fondatrice de Bull Hit Events. C'est une agence créatrice d'événements. Comme j'aime le dire, je suis celle qu'on ne voit pas, mais qui fait briller les autres, qui met en avant, bien sûr, une entreprise, ses partenaires ou des événements caritatifs, sociétaux et autres. Et je suis, je pense, pouvoir le dire comme Valérie, c'est qu'à chaque fois, dans tout ce que nous faisons, que ce soit professionnel ou autre, on aime vraiment donner du sens à ce qu'on fait. Et c'est aussi pour ça qu'est née l'association Women on the Road, qui est une association qui est là pour accompagner les femmes passionnées d'automobile ou pas d'ailleurs, pour leur donner aussi cette envie simplement d'oser. Voilà. Alors, pour vous accompagner, il faut quand même aussi des gens. Et Théo, il est là pour ça. Lui, il a plongé dans votre aventure. C'est votre assistance rallye. Bonjour Théo. Bonjour. Quelques mots. Moi, je suis Théo, je suis le fondateur de la conciergerie Soupape. Donc, je gère des voitures de collection et de prestige pour des clients, qu'ils soient ici ou à l'étranger. Et donc, ça y est, ça fait déjà... On attaque la 2e année avec les filles pour cette année. Je suis en charge de les aider. Je suis l'homme de l'ombre derrière le rallye. Je suis la personne qui va leur permettre d'être, on va dire, tranquille pendant le rallye d'un point de vue mécanique, qu'elles prennent d'abord du plaisir et moi je m'occupe des galères.
Bon, on va voir ça un petit peu plus tard. Tu vas nous raconter dans le détail ce que tu as vécu, quelques petites anecdotes quand même croustillantes. Mesdames, comment tout a commencé? Vous vous rencontrez, vous vous lancez et l'histoire démarre là. Alors, il y a 3 étapes. Une première étape où tu es en solo, Sandrine. Et puis après, il y a cette rencontre, cette belle rencontre. Racontez-nous un peu en quelques mots aussi pour vous situer par rapport au public. Alors pour vraiment reprendre assez rapidement, on va essayer. Le premier rallye 2024, effectivement, je pars en solo, mais je rencontre Valérie déjà à ce moment-là. Je suis à 1 mois du départ et je suis en galère financière, faut dire ce qui est. J'ai pas bouclé mon budget. L'éternelle recherche des sponsors, comme dans tous les sports. Donc je n'ai pas bouclé mon budget et je rencontre Valérie, mais complètement par hasard, puisque moi j'ai entendu, comme beaucoup de Toulousains, parler de l'entreprise Jiménez, mais je ne la connais pas, je l'ai jamais vue physiquement, donc je ne sais pas qui c'est. Et quand on se parle, en fait, on ne se parle pas sur ce ton-là, puisqu'on ne sait pas qui on est, ni l'une ni l'autre. On se raconte nos vies. À la fin de cette conversation, elle me demande combien il me manque et elle me donne la possibilité de partir sur ce premier rallye. Et pour le second, là, je cherche à monter en puissance, je cherche à faire de la performance, avoir une plus belle voiture, avoir beaucoup plus de visibilité, donner beaucoup plus à mes sponsors qui sont aussi peut-être des futurs clients. Et je vais la rencontrer parce que j'ai envie aussi qu'elle soit marraine de mon événement. Et j'ai envie d'être associée, pour être tout honnête, à ce genre de femmes qui, pour moi, sont les synonymes de la réussite au féminin et de l'investissement, du défi, du challenge. C'est une femme hyper active, on peut dire, mais dans le très bon sens du terme. Et donc, j'avais envie qu'elle soit à mes côtés. Mais encore une fois, j'avais un souci de budget. Donc, je lui dis, je ne partirai pas en 2025. Je partirai qu'en 2026. Et là, elle me dit, ah ben non. Non, il va falloir partir en 2025. Alors là, on va donner la parole à Valérie, voilà. Si tu veux bien. Valérie, tu tombes sur une opportunité. Qu'est-ce qui te dit de te lancer avec cette personne que tu as vue comme ça? Mais comment tu te jettes à l'eau, en fait? En fait, c'est juste la personne qui me donne envie. Donc, Sandrine m'a donné envie, en fait, de partir avec elle. Alors, au départ, elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien. Et je lui dis, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. Puis, c'était encore à 1 mois. Oui. 1 mois avant, on décide pas mal de choses comme ça. Et je dis, je veux bien essayer, mais comme je lui ai dit, moi, copilote, ça va être compliqué parce que déjà, quand j'ai le Waze dans la voiture et que je suis à côté et que je dois guider mon mari, je lui dis c'est bon, il fallait tourner à gauche, on a loupé l'embranchement. Donc voilà, je suis pas du tout attentive quand je suis à côté. Par contre, quand je suis au volant, bon, ça va mieux, mais c'était pas prévu comme ça. Donc en fait, l'histoire a bien fait les choses. Elle se casse l'épaule juste avant le départ. Ouais, c'est ça l'histoire. J'aurais préféré franchement qu'elle se casse pas l'épaule, Sandrine, parce que ça a été compliqué quand même. Et Sandrine, elle serre les dents et de folie, elle part quand même. Oui, mais en même temps, nous, on ne croit pas vraiment au hasard avec Valérie. Et le jour où je me casse l'épaule, c'est quand on rentre dans notre stage de régularité. On est parti pour apprendre ensemble déjà à se connaître dans une voiture, même un week-end, parce qu'on ne se connaissait vraiment pas. Et du coup, on a passé au moins toute une soirée à discuter et à vraiment se trouver des points communs et où on a dit, là, ça va le faire. Bon, sauf que moi, 15 jours après, je me faisais opérer des yeux. Donc, bon, on a mis quand même entre Sandrine qui, donc, le lendemain soir, a son accident et elle termine aux urgences avec une double fracture de l'épaule. Moi, 15 jours après, où je me faisais opérer des yeux, mais je savais pas si j'allais avoir mes yeux pour partir. On partait quand même, mais je pense qu'on est des challengers toutes les deux. On aime bien relever les défis et on a été content de relever ce défi. Donc ça, c'est 2025. On va attaquer parce que je sais que vous avez plein de choses à raconter. 2026, on part sur un quart de siècle de ce rallye. Qu'est-ce que cette date représente pour vous finalement? C'est un anniversaire? 25 ans, c'est mon âge, donc le mien je aussi, les ai forcément. Non, ce que ça représente, au-delà du rallye aussi, ça rend un hommage aussi à une femme qui est Viviane Zaniroli, qui est la créatrice de ce rallye et qui, donc il y a 25 ans, a décidé de mettre les femmes dans le sport automobile, enfin en tous les cas à travers ce rallye de régularité qui traverse la France, qui est un rallye aussi d'élégance et on y tient aussi. On aime la belle voiture, on aime la compétition, mais on aime bien cette élégance de ce rallye et traverser notre joli pays. Et donc, c'est aussi la mettre à l'honneur, cette femme que nous avons reçue, qui est venue nous voir à Toulouse gentiment et qui nous soutient. Et puis, il ne faut pas se mentir, 25 ans, c'est un jubilé important. Donc, Peter Otto va mettre plein phare sur cet événement. Et nous pensons que pour nous et pour nos sponsors, c'est justement the place to be. Il faut absolument être là cette année. Et donc, on va monter en puissance en même temps que le rallye.
Donc une caisse de résonance en fait. Et c'est une caisse de résonance. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que j'adore les percussions. Et comme j'en fais plus, mais je faisais de la batucada et que j'aime tout ce qui est percussion, fait d'être dans une belle caisse et d'avoir ce bruit, parce que c'est quand même magique en fait, hein, quand on entend le bruit et toutes ces voitures autour de nous avec cette ambiance, c'est quand même un moment de magie. Et bon, comme on aime bien aller chez Mickey, on va continuer à voir Minnie et Mickey tous les jours pendant 5 jours, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors Sandrine, un petit mot sur le parcours 2026, puisque a priori vous allez vous répartir, mais c'est quand même toi la copilote qui a géré l'année dernière. C'est quoi cette année le parcours ? Alors, nous partons toujours de la place mythique qui est la place Vendôme. Donc, d'ailleurs, une petite parenthèse, j'invite toutes les personnes qui ont envie de venir voir toutes ces belles voitures alignées, hein, qu'elles viennent, hein, c'est ouvert au public. Nous partons donc de Paris en direction de Troyes, ensuite Vichy, Aix-les-Bains, Nîmes. Alors, je me suis arrêtée 2 secondes sur Aix-les-Bains, excusez-moi, c'est parce que j'ai pensé à l'Alpe d'Huez et à la difficulté à nouveau qu'on va rencontrer. Donc Nîmes, et puis on arrive à nouveau à Saint-Tropez, mais cette fois sur la place des Lys. C'est une place mythique aussi. Et c'est sur 1600 km. La cohésion est primordiale. Si l'équipage se parle mal, s'énerve ou doute, la voiture ne trouve plus le bon rythme. Bon, ça nous est jamais arrivé. Non. Nous, en fait, c'est plutôt piquer des fous rires et dire on a loupé l'embranchement, ou alors tiens, on a sauté une page, Oui. mais là on sautera plus la page. Non. Parce que je pense qu'on a compris, en fait, il faut faire les erreurs une fois pour se rendre compte que on les fera pas une seconde fois. Et puis, comme on dit, ce sont pas des erreurs, c'est un apprentissage. Et tous les jours, on a appris. Ça, c'est Et cette année, on va apprendre aussi. Théo, dans ce cadre-là, est-ce que tu as un rôle de coach un petit peu ? Comment tu gères un peu ce genre de réaction, d'hésitation ? Le but, c'est déjà de les accompagner. Alors, autant sur le parcours, Sandrine l'a dit, il faut adapter la situation au terrain. L'année dernière, on l'a eu sur Annecy, par exemple, où les autos... Alors là, la Triomphe était de 1958. Oui, juste une petite aparté quand même. Bien préciser pour nos auditeurs que ce sont des voitures de l'époque, pas des voitures d'aujourd'hui. Donc, Exactement. Donc ça démarre, les plus anciennes sont à partir de quand ? Il y a une règle là-dessus qui Alors, existe ? ils prennent tout type de véhicules jusqu'en 1990, mais on parle principalement de véhicules de collection typés coupés sportifs, cabriolets sportifs, des modèles typiques. Là, il y avait une Renault 5 par exemple. C'est assez ouvert à tout. Le principal, c'est que les autos soient dans leur état, on va dire, historique, non modifié. Ça, c'est important. Et ça joue aussi sur la partie régularité, puisque il y a des avantages et des désavantages. Donc, les véhicules qui sont les plus récents ont des points de pénalité parce qu'elles sont, on va dire, plus confortables. Donc là, les filles, c'est pour ça qu'on les a direct mis dans le défi d'avoir une voiture de 1958. Donc pas de direction assistée, pas de confort, on va dire, entre guillemets, pas de fenêtre. À la dure, quoi. À la dure, voilà. Donc première étape, voilà, ça a été ça. Et le but, c'est surtout de les aider sur ce parcours, par exemple, jusqu'à Annecy, où là, on a rencontré un problème de batterie, aussi de surchauffe, parce qu'on est arrivé dans les bouchons. Et c'est là où en fait on essaye de les accompagner pour pas qu'elles ressentent le stress. C'est vrai que si on est... Et clairement, c'est vrai que ça nous a évité ça joue énormément dessus, parce que sinon après elles se mettent... Voilà, le but c'était, nous on prend le stress mécanique, nous on prend le stress de la compétition, nous on prend tout ça et on les laisse profiter un maximum. Donc le but c'était de profiter déjà des belles routes, des lieux où on s'arrêtait, parce que ça c'était important de le dire. Les châteaux, les endroits sont vraiment bien sélectionnés, et encore une fois moi je leur dis merci, parce qu'on a aussi découvert des choses qu'on connaissait pas avant. Et après, voilà. Et c'est qu'elle profite de la soirée, qu'elle rencontre des gens et qu'elle découvre, surtout qu'elle rencontre des personnes. C'était surtout ça. On leur a dit, vous profitez. Nous, on fait la partie mécanique et elle rencontre des gens. Et ça, c'était le plus important. Ce rallye, c'est aussi justement une signature, élégance, voiture ancienne, ambiance chic. C'est aussi voulu, ce que tu disais, Sandrine. Oui, c'est voulu, parce que c'est un rallye... déjà, les princesses, moi j'ai toujours dit, et Viviane Zaniroli a confirmé, c'est-à-dire que sur ce rallye, les princesses sont les voitures. Hein. On part sur ces modèles qui sont des modèles qui parlent d'autres époques. Donc des époques aussi où les femmes commençaient à conduire et avaient une sacrée élégance au niveau quand elles montaient dans la voiture. Donc ils ont gardé cet aspect-là, et moi j'aime beaucoup. Et on s'adapte à nos voitures, on essaye d'être aussi belle qu'elles, d'être aussi élégante. C'est pas tous les jours facile, hein. Il y a des jours où on sort de la voiture, on a bien transpiré, on en a un peu marre. Il faut imaginer que quand on fait 400 km
dans une journée, dans ce genre de voiture, 400 km, ça représente 8 à 10 heures dans la voiture. Ce ne sont pas nos voitures d'aujourd'hui. Donc même si la nôtre était quand même relativement confortable, on peut pas quand même trop se plaindre, à part le manque de fenêtres évidemment. Mais au niveau des sièges, elle était confortable, mais quand même c'est dur, c'est très très dur. Moi, ce que j'ai eu de plus dur, je l'ai vécu surtout à travers ma pilote, c'est la montagne quand même. Alors moi, c'est pas ce que j'ai vécu le plus dur. Moi, ça c'était bien. Après, je me suis dit, mais waouh, en 1958, au moment où justement on avait juste nous, les femmes. Alors bon, moi j'existais pas. Enfin, on n'était pas nés, mais moi je sais que il y a eu le droit juste de l'autorisation de travailler. C'était à ce moment-là sans avoir l'autorisation des hommes. Je me dis et d'ouvrir un compte en banque. Ça c'est avec ce genre de voiture où on avait quand même le frein à main côté passager, où il fallait que je me penche pour essayer d'attraper le frein à main, et surtout dans les ZR, donc les zones de régularité, où il faut vraiment avoir un timing. Et là, il fallait accélérer, et pas qu'elle chauffe, et pas caler, parce qu'on avait des fois le ralenti un peu bas, puis après un peu haut. Donc voilà, tout ça, pour moi, c'était une super belle expérience. Et puis, c'est le binôme aussi. Il y a eu ça, il y a eu les rencontres. Alors justement, le binôme, j'en viens, ça m'amène la question. Votre couple automobile est complémentaire, c'est évident. Qu'est-ce qui a fait votre force à toutes les deux ? On est complémentaires sur beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on savait pas, moi je savais pas que je savais conduire, et je savais pas, et puis pareil Sandrine, toi tu savais pas que tu savais être copilote. Donc comme quoi, dans la vie il faut toujours tenter. Alors ça c'est un peu ma devise, qui ne tente rien n'a rien, donc on tente, on voit si ça fonctionne. Là ça a fonctionné comme ça, et je trouve que on forme un bon binôme. Alors c'est vrai que s'il y avait eu peut-être un jour, alors je sais pas, peut-être que ce serait la cata si je passe copilote, parce que comme je dis, je sais même pas lire et je suis distraite en fait. Donc je sais pas, on tentera. Mais c'est vrai que moi la performance, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'anime. Alors c'est vrai que là j'ai un peu râlé parce qu'on n'a pas gagné, donc ça m'énerve. J'espère que cette année on va mieux, on va mieux comprendre cette année. Cette année, évidemment, moi je me mets toujours la barre très haut, mais je pense que je vais être encore déçue, ça c'est sûr, mais je la mets assez haut pour me dire au moins je serai contente d'arriver. Et puis ce qu'il y a, c'est notre challenge déjà, c'était d'y arriver, parce qu'elle calait, parce qu'on savait pas, on connaissait pas le moteur, parce qu'on découvre la voiture. Enfin là, peut-être que celle-là, je la découvrirai un peu avant, mais moi, j'ai découvert la voiture 3 jours avant. 3 jours avant. Pendant un quart d'heure. Voilà, donc je connaissais pas, j'ai fait le tour du bâtiment de chez Théo, et j'ai dit mais ça a l'air bien, oui, je vais conduire. Mais voilà, alors après ça me fait pas peur, parce que je conduis autant des camions, des voitures, peu importe les voitures, et ça c'est grâce à mon mari, je lui en remercie, parce qu'il m'a fait conduire n'importe quelle voiture avec n'importe quelle panne inimaginable, mais j'ai conduit pas mal de voitures puisqu'il était mécano de métier. Donc c'est vrai que ça m'a servi, parce que j'ai une capacité d'adaptation à prendre n'importe quel véhicule. Alors, une troisième participation, c'est aussi une montée en puissance. On a fait déjà l'état des 2 dernières. Là, vous attaquez la 3e. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette 3e participation finalement ? Alors, en ce qui me concerne, depuis le début où j'ai démarré sur ce rallye, l'idée première a toujours été de le professionnaliser, dans le sens que j'avais créé Bullitt en même temps, Bullitt Events, et il ne faut pas se mentir, les années ne sont pas faciles, donc pour l'événementiel, elles ne sont pas faciles du tout, et j'avais envie donc de créer l'événement dans l'événement. Donc première fois, on tâte le terrain, deuxième fois on monte en puissance avec Valérie, avec une voiture différente qui est amenée par Théo, qui nous donne une belle visibilité. Nous avons des bons sponsors qui nous suivent, qui apprécient l'idée du sport au féminin et d'encourager aussi l'entrepreneuriat, je pense, au féminin. Et pour la 3e année, il fallait absolument se démarquer un peu plus. Et donc, j'allais dire, ma créativité me dit, il faut trouver quelque chose, c'est 25 ans, il faut grossir, donc une team. Et je dois dire que je suis assez contente. Ça va être la première fois dans ce rallye, en tous les cas, ça existe dans d'autres rallyes, mais dans le rallye des princesses, ça s'est jamais vu, il n'y a jamais eu de team. Donc on va partir avec une team, on va partir avec 3 véhicules, 3 équipages, 6 femmes. Alors moi, je me tourne vers Théo parce que tout est triplé. Parce que là, je le vois déjà, il penche un peu la tête.
Ça veut dire 3 véhicules. Déjà, tu as fait une expérience l'année dernière avec un duo. Comment ça va se passer techniquement? Comment on arrive Il faut 3 voitures, j'imagine. Il faut 3 équipages, 3 assistances. Ou tu te coupes en 3? Comment tu vas gérer ça? Alors, je vais pas arriver à me couper en 3. Je vais arriver à trouver d'autres personnes pour me suivre. Ça, c'est pas un souci. J'ai mon acolyte Antoine Bouchard qui va se reconnaître dans ce podcast, qui m'accompagne et qui nous a accompagnés aussi cette année. Là, pour 2026, l'idée, c'est en fait surtout de trouver 3 voitures qui rentrent dans un même groupe de régularité. C'est-à-dire qu'au Rallye des Princesses, les voitures sont divisées en 3 groupes en fonction de l'âge. Donc là, le but, c'est déjà, pour qu'on soit plus tranquille, entre guillemets, c'est d'avoir 3 autos d'une même année, on va dire, pour éviter d'avoir 3 véhicules d'assistance différents, 3 remorques différentes, 3 mécanos différents. Et on va par contre être obligé d'être sur au moins 3 ou 4 personnes. Le but, évidemment, c'est de les préparer au mieux en amont du rallye. Mais l'accident est très vite arrivé, l'incident technique est très vite arrivé aussi, donc on est obligé de se démultiplier. Donc là, c'est là où on va faire appel encore. J'ai de la chance d'avoir des amis et des contacts qui sont très bons mécanos et qui pourront nous aider sur ce parti-là, parce que là, on a de la chance, mais on n'est pas à la base mécanicien. Je suis à la base pas mécanicien, je sais gérer, je suis pas mécano à la base. Donc là, on va avoir de la chance d'avoir des vrais mécaniciens aussi avec nous. Ça va permettre d'avoir une autre expertise et de surtout être beaucoup plus efficace, parce que 3 voitures, ça demande une technicité et surtout un maintien après la journée. Donc plus on est, plus ça ira vite et plus on pourra se reposer. Parce qu'il y a des jours où on ne s'est pas beaucoup reposer, mais c'est pas grave. Mais je crois que le mot reposer, c'est pas dans le, c'est pas prévu dans le contrat. Hein. Pas encore. Alors justement, vous parlez du solo à l'esprit d'équipe. Je vais passer sur cette question qui me paraît importante. Vous étiez 2, vous serez 6. Qu'est-ce que ça va changer? Parce que il faut quelque part, dans une équipe comme ça, il faut un petit peu un coach, il faut un leader. Comment ça va gérer ça? Je pense que ça va se faire naturellement parce que d'abord on a choisi des équipages qui nous ressemblent. Donc ça va être multiplié par 3. Mais comme Théo dit, lui il va pas se diviser, il va se multiplier par 3. Et c'est ça qui est important et puis après, je pense qu'on a déjà toutes les 2 l'esprit d'équipe et qu'on a choisi justement des personnes qui ont aussi l'esprit d'équipe. Et des femmes ensemble, alors oui, il y a des princesses dans le rallye. Il y a aussi, je dirais pas le terme qui ne me conviennent pas, mais bon, on en a rencontré certaines. Mais là, des concurrentes, on va dire. Des concurrentes, oui, avec le C, ça commence pareil. Mais en fait, là, on a vraiment choisi des équipages avec les mêmes valeurs que nous. Et comme on dit souvent, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Moi, j'ai en plus le proverbe africain que j'ai un peu revisité, c'est « seul l'homme ou la femme vont plus vite ». Ensemble, avec la femme et l'homme, ils vont plus loin. Et là, c'est exactement ce qu'on va prouver, puisqu'on va avoir un équipage féminin et avec un équipage, une assistance masculine. On aurait pu avoir une mécanicienne. J'en ai une chez moi. C'est possible aussi. Voilà, mais je veux dire, l'important, c'est avoir les mêmes. On va fonctionner, rouler vers le même objectif, c'est la gagne. Et c'est l'entraide aussi. Et je peux annoncer un truc aujourd'hui, puisque c'est tout frais de ce matin, c'est qu'on peut aussi soutenir une autre association. Et bon, comme je suis vice-présidente de la Maison du Sport au Féminin, qui a été créée sur Toulouse, cofondée à plusieurs, c'est justement la Maison du Sport au Féminin que l'on va soutenir pour cette année et je suis fière de l'annoncer en fait. Et on est content parce que nous on les a reçus ici à l'antenne à l'occasion de la Maison du Sport au Féminin, donc bravo, belle perspective. Toutes les 2 vous êtes partantes, on voit ça, et en fait toi de ton côté, Sandrine, tu es présidente d'une association Women on the Road. Est-ce que tu as pioché parmi cette association pour trouver des pilotes ou pas du tout? Eh bien alors, non, ça va être plutôt l'inverse. Ce sont celles-ci qui vont commencer à adhérer à l'association parce que cette association est toute récente. Elle a été créée l'année dernière pour justement inciter et emmener avec nous des femmes dans notre sillage. Donc c'est ce qu'on fait déjà dès cette année en emmenant 2 autres équipages. Et c'est l'idée de pouvoir dire à ces femmes-là que vous soyez passionnés ou pas du tout, complètement novices, de venir. Parce que effectivement, comme tu l'as dit toi-même et Valérie également, nous, on est des femmes passionnées, on est des femmes de challenge, mais pour autant, il a bien fallu qu'on fasse une fois.
bien fallu démarrer, se lancer, oser. Et une fois qu'on l'a fait, maintenant c'est terrible parce que là on va plus s'arrêter du tout. Et même, je sais pas, on ira jusqu'au bout, très vieille, on s'arrêtera plus. Peut-être on créera notre rallye, voilà. Mais justement cette association, elle est là pour ça. Donc j'invite toutes les femmes qui ont envie de venir même simplement nous soutenir, venir sur les étapes, venir voir dans un premier temps, de venir nous parler et voilà. Et cette association est là aussi pour aider à travers ce rallye, donc comme vient de le dire Valérie, de soutenir des associations comme le sport au féminin, parce qu'à nouveau, on parle de sport, mais on parle surtout de féminité et des difficultés qui peuvent être rencontrées dans ces sports-là. Parce qu'aujourd'hui, nous, on participe au rallye des princesses, mais il faut quand même savoir que pour participer à ce rallye, il y a quand même beaucoup d'obstacles aussi à franchir. Un peu comme le tour auto, vous le savez aussi les hommes, mais pour nous, c'est encore moins facile. Alors justement, pour passer ces obstacles, on a besoin de partenaires. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel petit mot vous avez envie de passer comme message aux partenaires, aux mécènes, ceux qui nous écoutent, Valérie? Alors moi je peux leur dire venez rouler avec nous, alors soit sur la route, soit justement dans les pensées et qu'ils puissent nous aider à distance et financièrement. Cette aventure appartient à toutes celles et ceux qui croient en l'audace et au dépassement. Et comme tout chef d'entreprise et toute chef d'entreprise, on croit en général en l'audace dès qu'on s'installe. Et là, on est 3 justement entrepreneurs autour de la table. Et ce qui est important, c'est justement venez tous. Ça fera une petite bulle justement d'oxygène et de légèreté dans ce monde un peu fou. Théo, un petit mot de conclusion, parce que là, sur tes épaules, il y a des choses supplémentaires. Comment toi tu vois les choses? Quel message tu as envie de faire passer peut-être à des gens qui nous écoutent et qui rejoindraient peut-être l'aventure? Le message, c'est surtout de dire que n'importe qui peut faire du rallye. On parle d'un sport qui est encore beaucoup masculin. Enfin, je le vois et je l'ai toujours fait parce que j'ai toujours participé à pas mal d'événements. Là, c'est hyper important de pouvoir aider. J'espère je sais déjà qu'il y a déjà pas mal de jeunes femmes qui aiment ce sport-là, qui aiment le sport auto, qui ont envie d'en faire. On sait que c'est un milieu qui est compliqué parce que ça demande énormément de moyens. Et c'est un peu pour ça moi que j'ai aidé les filles dès le départ, c'est que je voulais aider Sandrine parce que je sentais la passion qu'elle avait pour le rallye, et encore une fois je n'avais pas encore fait moi d'assistance pure rallye, et le fait d'avoir fait ça cette fois une semaine avec eux, de les avoir accompagnés, on a pris un plaisir et des souvenirs encore plein les yeux, plein la tête. Enfin, franchement on a envie de repartir demain, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui voudraient vivre ça. Je suis content aussi que Valérie elle ait pu souffler pendant une semaine, parce qu'on sait la pression que tu as tous les jours au travail, et là ça lui a permis de souffler. Donc voilà, je veux dire aux gens, c'est quelque chose qui est à faire, parce que déjà on découvre la France, on partage des gens parce que vous rencontrez au bas mot 150 personnes folles toutes les autres, voilà. Et il y a un esprit d'équipe aussi qui est très important, et c'est ça que j'aime et ce que j'apprécie dans leur rencontre. J'ai oublié le téléphone pendant 5 jours. Ça, c'était magique. Et pourtant, je fais des semaines retraite pour me sentir mieux. Mais là, c'est vraiment un endroit où j'ai oublié mon téléphone pendant 5 jours. C'est magique, en fait. Sandrine, le mot de la fin? Je voulais juste rappeler que ce rallye reste le rallye le plus prestigieux au monde actuellement, au niveau de la qualité et des belles voitures qu'on y rencontre. Donc je voulais le redire. Je veux redire aussi, surtout, parce que moi je le vis comme ça, encore plus cette année, que c'est vraiment une compétition. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de podium, je le regrette, mais il y a quand même des arrivées tous les jours et des classements, et on y tient. Et cette année, c'est jamais 203, donc on a une belle expertise, je pense, maintenant tous les 3. Une belle connaissance en tous les cas du rallye. Il va falloir encore qu'on se dépasse, mais on est là pour ça. Et cette année, moi je suis sûre qu'on va faire un score, et on part en tous les cas pour ça. Et tous les équipages partent pour ça. Et on fait découvrir la France. Parce que la plupart des rallyes sont à l'étranger. Là, on est avec français. Des voitures en France, et on voit des magnifiques parcs et domaines français. Donc c'est quand même... et avec des étrangères qui viennent justement de tout horizon, et ça c'est génial, ça fait des belles rencontres. Et puis juste pour finir, on est chocolatine nous, et nous on mettre l'entreprise et l'entrepreneuriat toulousain en avant comme on le fait actuellement, on est très très fiers, parce qu'il y a de très belles choses chez nous. Oui. Un immense merci Valérie, Sandrine et Théo pour votre énergie communicative, votre audace et ce projet inédit, la première team 100% féminine de l'histoire du rallye. 3 voitures, 6 femmes et un objectif, inspirer, transmettre et ouvrir la route aux autres.
On vous suivra sur la ligne de départ le 23 mai 2026. Et bien sûr, vous nous reviendrez nous raconter votre histoire et vos péripéties, vos anecdotes. Donc Théo, on compte sur toi pour nous avoir quelques petites Avec infos. plaisir. Bonne route à toutes et à très vite sur les ondes. C'était Si on parlait de sport, la deuxième mi-temps avec Valérie Jiménez, Sandrine Champagne et Théo Benoît. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est la fin du match et de cette 136e émission de Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 136e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Louise Bailly, Mathias Franz, Valérie Jiménez, Sandrine Champagne, Théo Benoît. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Merci à nos partenaires, LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet. Vous aimez Et si on parlait de sport? Passez de l'autre côté du micro et devenez vous aussi membre ou supporter de l'association, parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter les plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement. Et si on parlait de sport? Fin du match.